Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la conférence ou 60 minutes chrono avec cette conférence qui a comme titre Pourquoi est-ce indispensable et urgent de discuter de l'intelligence artificielle générative avec mes élèves. Je vais aussi souhaiter la bienvenue officiellement à Sylvain Deshôtels, notre conférencier. Bonjour Sylvain. Bonjour, merci de l'invitation. Et avant d'aller plus loin, quelques petites consignes pour cette formation, cette conférence. Alors, tout d'abord, veuillez noter que cette conférence est enregistrée et que l'enregistrement sera rendu disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Durant cette conférence, on vous demande de ne pas utiliser d'application intelligence artificielle qui pourrait enregistrer globalement le contenu entier de cette conférence, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Durant la conférence, en plus, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore le micro. Et en parlant de micro, je voudrais vous remercier parce que je vois que tout le monde a mis son micro en sourdine. Merci tout le monde. Et c'est une bonne pratique à utiliser ou à faire lorsqu'on se retrouve en mode virtuel. Finalement, le Centre Franco désire remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette conférence aujourd'hui. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente conférence. Et puis, Sylvain, c'est à toi. Merci, bonjour tout le monde. Avant de commencer, un mot sur ce truc qui attire l'attention en bas de page, dans le coin inférieur droit de l'écran. Vous avez remarqué ces petits pictogrammes. Tout d'abord, à l'extrême droite, la licence Creative Commons. Ça veut dire que je permets la réutilisation, le remixage même de tous les documents que je vais vous partager aujourd'hui, dont la présentation en diapositive au complet. Euh, la mention avec le petit personnage BY signifie que je vous demande de mentionner la source, l'auteur de cette présentation, et de ne pas en faire un usage commercial. C'est le sens à donner au signe de dollar avec une barre dessus. Les licences Creative Commons, ce n'est pas une façon de céder ou d'abandonner nos droits. C'est une façon de dire profitons de l'intelligence collective pour bonifier le matériel qu'on a préparé pour une communauté quelconque ou pour le grand public. Il y a moyen de changer cette licence-là quand on se réapproprie le matériel. Pour toute précision là-dessus, je vous invite à consulter le site CC ou pour Creative Commons. Immédiatement à gauche, il y a une icône qui discute ou qui annonce en toute transparence l'utilisation d'intelligence artificielle pour la fabrication du matériel. J'en reparlerai un peu plus tard pendant la conférence. Lorsque j'utilise du matériel de d'autres auteurs, qui ont utilisé une licence différente. Vous allez la voir en bas de page. Certains auteurs laissent leur matériel dans le domaine public, c'est rarement le cas, et d'autres utilisent une licence plus ou moins ouverte. Je pense qu'en éducation, on a tout intérêt à connaître les licences ouvertes et à profiter des ressources ouvertes. On appelle ça le mouvement de l'éducation libre. Alors, je vous invite à creuser la question puis à m'envoyer, si vous le désirez, commentaires et suggestions à ce propos. Ça me fera plaisir de discuter avec vous en dehors de la dite conférence d'aujourd'hui. C'est parti. L'intention de l'atelier est de vous amener à réfléchir plus en avant. Vous avez sûrement déjà vu cette réflexion, cette amorce de réflexion. Ça vient de l'Université d'Oregon. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on doit revoir les évaluations de nos élèves en contexte d'utilisation de de l'IA générative? Est-ce que ça nous concerne? Et ça semble ne pas concerner les enseignants des élèves les plus jeunes. Et pourtant, et pourtant. Alors, mon intention secrète aujourd'hui, c'est de vous convaincre. De vous convaincre que vous devez faire preuve de créativité, d'une créativité toute humaine,
pour entraîner votre classe ou votre école dans une ère pour laquelle les profs ne sont pas préparés, mais pas du tout préparés. Petite mise en contexte, petite ligne du temps pour parler d'inventions disruptives. Des inventions qui sont des jalons, des balises dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Quand ces choses-là sont arrivées dans le public, ben, le monde n'était plus pareil. À l'invention de l'imprimerie, il y a des gens dans les écoles qui se sont dit, les cerveaux vont ramollir parce qu'on va déléguer la capacité de mémoire à des livres qui vont garder l'information à notre place. Ça va ramollir les cerveaux de nos élèves. On a été heurté dans certains milieux par la fin du monopole qu'avait l'école, avec un grand E, sur les textes mémorisés. Beaucoup plus tard est arrivé avec l'invention d'Internet, au sens World Wide Web du terme, la fin du monopole qu'avait jusqu'ici l'école sur les connaissances. Il était maintenant possible d'aller chercher de l'information en dehors de la classe, ce qui voulait dire que le maître, que le manuel scolaire, que l'école en général, ou sa bibliothèque, perdait un certain monopole sur les connaissances. Et depuis vraiment pas beaucoup de mois, avec l'invention de l'intelligence artificielle qui est capable de générer du texte, on constate que l'école perd son monopole sur une autre fonction qu'elle avait depuis le début, celle d'enseigner. Ce qui amène déjà des élèves de sixième année, par exemple, à dire à leurs profs que l'apprentissage du français, c'est inutile parce qu'il y a des outils comme ChatGPT qui peuvent écrire à leur place. Il faut leur dire qu'on leur apprend surtout à penser. Ce sera difficile. Ils ne nous croiront pas. Autre fracture importante qui commence à être de plus en plus évidente, nous, les profs, avons fait nos études à un certain moment de l'histoire, après l'invention de l'imprimerie quand même, là, mais peut-être autour de l'invention d'Internet, voire très peu après, alors que nos élèves sont dans une autre époque. C'est pour ça que je vais vous amener tranquillement au travers de ces 5 étapes dans la prochaine heure. Vous allez voir, il y a certaines étapes qu'on va être obligé de bousculer un peu pour faire le tour des questions qui finalement concernent la vie dans notre classe. Ce que nous discutons à la petite semaine avec nos élèves, que ce soit à l'intérieur ou complètement autour du curriculum qu'on a à enseigner. On va commencer par vulgariser le fonctionnement. Je vous donne dans les prochaines diapositives quelques outils fort simples pour être en mesure de maîtriser la base nécessaire pour avoir une conversation autour de l'intelligence artificielle générative de texte, puis éventuellement d'images. Mais on va commencer par le texte. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire GPT? Chat GPT, ça vient de où? Chat pour la discussion, pour le verbe en anglais qui veut dire jaser. Mais c'est surtout et c'est ça qu'il faut retenir, une invention qui est capable de générer du texte, qui est entraînée sur beaucoup de données et qui est capable de porter attention. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Si le contexte d'invention, aussi la grande entreprise, les grandes entreprises qui ont inventé l'intelligence artificielle générative de texte avaient été plutôt francophones, bien, on parlerait de TGP, pour transformateur génératif pré-entraîné. C'est la traduction recommandée pour GPT. D'ailleurs, si vous voulez en parler dans ces mots-là, il existe une expression en français pour dire GPT. Alors, comment ça fonctionne en 5 étapes faciles? Qu'est-ce que fait la machine? Et ça, c'est accessible, c'est présentable. D'ailleurs, vous pouvez vous servir de mes diapositives si ça vous intéresse, pour juste faire comprendre aux élèves qu'il n'y a pas de magie là-dedans et qu'il y a un calcul rapide, vraiment impressionnant, qui se passe derrière l'écran pour arriver à des résultats aussi bluffants, aussi impressionnants. Alors, première étape de 5, la machine découpe le texte en jetons. Les jetons sont exprimés ici en couleur. On peut voir dans le haut de l'écran que le texte qui a été copié-collé là comporte 350 jetons
Et si on regarde attentivement les bandes de couleurs, on se rend compte qu'un jeton, c'est pas une syllabe, c'est pas une unité syntaxique comme on l'entend dans notre langue, c'est juste une suite de caractères. Ces caractères-là peuvent être évidemment des lettres, minuscules ou majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et même des espaces. Alors, il y a des jetons qui comportent un espace ou un espace et un caractère ou un espace et une chaîne de caractères. Une fois que ce découpage-là a eu lieu, on est capable de travailler avec les jetons qui ont été formés. On appelle ça en anglais tokens. Ces jetons-là n'ont pas de sens s'ils n'ont pas une valeur numérique. Alors, la machine ne comprend pas le sens des mots comme les êtres humains, mais elle va être capable de manipuler des nombres et de calculer des statistiques. Pour optimiser des séquences de caractères, on découpe donc le texte humain en jetons. On n'a pas besoin d'avoir de notion d'informatique ou de programmation pour utiliser l'outil. On lui parle dans un langage qui nous est naturel et la machine va s'arranger pour nous comprendre en, un, découpant le texte en jetons, deux, représenter chacun des jetons par un vecteur. Alors, si vous parcourez l'écran rapidement, vous allez voir qu'il y a des numéros de jetons qui se répètent. C'est donc des chaînes de caractères identiques qui sont parsemées ça et là dans le texte. Ensuite, on va contextualiser, ça c'est vraiment important, euh, on va contextualiser les jetons. C'est-à-dire qu'on va se demander, lorsque le jeton, par exemple numéro 13 ici, se présente, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Et plus notre champ de vision est grand, plus notre contextualisation va être précise. J'ai refait le graphique que vous voyez présentement à l'écran la semaine dernière avec le lancement de ChatGPT 5 parce que je voulais mettre en évidence que vous payez pour la contextualisation, c'est-à-dire que la version gratuite a un champ de vision assez restreint. La version payante ou la version super payante pour les très grandes entreprises offre du contexte plus grand, c'est-à-dire que la machine regarde qu'est-ce qui vient avant le jeton dans un large contexte. Mais cette échelle-là est complètement bousculée par l'arrivée de la version payante de ChatGPT 5, la version payante entreprise qui est présentement à 200 $ américains par mois, permet une contextualisation gigantesque. C'est-à-dire que pour l'expliquer, par exemple, à vos élèves, vous pourriez dire, d'après vous, qu'est-ce qui vient comme mot dans l'expression suivante? Après la pluie vint le beau. Et là, tout le monde sait que c'est le mot temps qui va là. Si je vous avais dit quel mot vient après le, tous les mots du dictionnaire qui sont des noms masculins auraient pu être placés là. La contextualisation n'était pas assez grande pour vous permettre de prédire avec précision que le prochain mot dans ma phrase, c'était temps, parce que l'expression consacrée, c'est ça. Alors, ça prend du contexte pour comprendre qu'est-ce qui va venir après. Ce qui va venir après, c'est la quatrième des 5 étapes, c'est la prédiction des jetons suivants. Lorsque le jeton 13 apparaît et qu'il a été précédé de tous ceux-là, les chances, les probabilités sont fortes qu'il soit suivi de, et là, la machine va générer le texte qui est le plus probable d'apparaître. Donc, il y a une suite de jetons qui ont des valeurs numériques et en analysant le dernier et les précédents, on peut prédire les jetons suivants. Ça a l'air simple dit de même, ça prend une énorme puissance de calcul pour y arriver, mais c'est aussi simple que ça à la fois. Alors, tout ce qui nous reste à faire, finalement, cinquième étape, c'est de générer du texte avec les jetons, c'est-à-dire de refaire à l'envers ce qu'on a fait à l'étape 1 pour que notre utilisateur, notre client, soit capable de lire dans sa langue la réponse qu'on lui donne. Deuxième lettre de GPT, le P, signifie tout simplement qu'il a été entraîné, le robot, sur une énorme quantité de texte. Et plus il y a de texte, plus il y a de matière pour prédire ce qui s'en vient et pour donner le ton à ce qui s'en vient. Évidemment, plus il y a de biais, de stéréotypes, de jugements à l'emporte-pièce dans les données d'entraînement, plus il va y en avoir dans les réponses. Alors, c'est le point faible de l'entraînement sur beaucoup de données. C'est une grande richesse pour le modèle, mais c'est l'occasion de mettre en valeur ou de mettre en évidence les travers de l'humanité aussi. Dernière lettre, le T pour Transformer.
transformateur, on pourrait dire en français. C'est une invention, c'est très bien détaillé. Si vous voulez lire l'article scientifique derrière, c'est Attention is all you need. Des employés, des anciens employés de Google ont écrit ça en 2017 et ils expliquent là-dedans comment ils font pour que la machine soit capable de porter attention. C'est vraiment fascinant. J'ai fait un exemple très simple. Dans la phrase suivante, le nageur n'a pas traversé le lac parce qu'il est fatigué. La machine est capable de comprendre, ce Antidote le fait depuis longtemps, euh, qui se cache derrière le pronom il. Alors, dans le contexte ici, c'est assez évident que c'est le nageur. Par contre, dans la phrase suivante, le nageur n'a pas traversé le lac parce qu'il est trop large. Il faut que l'attention de la machine soit portée sur un autre mot. Parce que là, c'est plus le nageur qui est trop large. Ça fait une drôle de phrase. C'est le lac qui est trop large pour le nageur. Mieux que ça, on a amélioré avec ChatGPT 5. C'est OpenAI qui nous le dit le 7 août. Ça fait vraiment pas beaucoup de jours, ça, que c'est apparu sur le marché. Il est maintenant capable de comprendre les pronoms impersonnels qui se répètent dans une phrase. Il apparaît qu'il ne soit pas en mesure de comprendre ce qu'il dit. La machine est capable d'identifier les pronoms il, de leur donner un certain poids et de comprendre de quel il s'agit lorsqu'on arrive à la fin de la phrase. C'est ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est tout ça. C'est une sacrée invention dans le monde de l'informatique, ce transformer qui est capable de porter attention. Évidemment, je résume, là, je ne passerai pas l'heure sur le fonctionnement des GPTs et de ce qu'on peut créer de notre côté comme robot conversationnel, mais pour le bien de notre propos aujourd'hui, il faut comprendre un peu comment ça marche. D'ailleurs, à propos de notre robot conversationnel, il n'est pas humain. Il n'est pas doté de raison, il n'y a pas d'émotion. Il n'est pas factuel, mais il est connaissant. Il est parfois illogique. Il manque de logique dans sa chaîne de réflexion, quoique ça s'améliore. Il est inconstant à ce propos et il est nourri de biais, de plein de biais. Il y a des biais partout. Le robot est, et là je vais vous donner comme ça des beaux mots. Si vous avez un mur des beaux mots à l'école, là, je sais que les orthopédagogues s'en servent de cette stratégie-là. Je vous en donne deux beaux mots aujourd'hui à mettre dans votre coffre, ultra-crépidarianisme. Ça veut dire que c'est l'état ou la façon d'être de quelqu'un qui donne son avis sur des sujets qui sortent de sa compétence. L'IA générative est ultra-crépidarianisme. Et l'IA est aussi, générative de texte, est aussi un perroquet stochastique, c'est-à-dire qu'il répète des choses d'une certaine manière qui est due au hasard. En fait, c'est dû aux probabilités. Maintenant, comment on va attaquer toutes ces questions-là pour développer chez nos élèves la pensée critique? Tout le monde s'entend pour dire, c'est unanime, il faut développer chez nos élèves la pensée critique. Parfait. Qu'est-ce à dire? Mais avant de se lancer là-dedans, il y a des questions qui se manifestent chez les enseignants, chez les enseignantes. Par exemple, pourquoi j'ai pas vraiment besoin d'être totalement un expert, une experte pour prendre des actions dans ma classe par rapport à l'IA générative avec mes élèves? Je vous donne trois réponses. Je vous suggère trois réponses que mes lectures, que mes rencontres, que mes formations m'ont amené. Alors, je vous partage ces réflexions-là, puis j'espère que vous allez de votre côté avoir l'occasion, là, dans l'effervescence de la rentrée, de les faire cheminer chez vous. Trois grandes raisons me semblent importantes. Il faut s'attaquer à la question, quelle que soit la discipline qu'on enseigne, quel que soit le niveau auquel on enseigne. Alors qu'on soit avec des tout-petits, à maternelle jardin, premières années de l'élémentaire ou à l'université, il faut absolument, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos façons d'aborder l'IA générative, éviter de donner des caractères humains aux robots. Et pourtant, les nouvelles versions des robots conversationnels
s'adresse à nous avec des petits commentaires, des tons, des c'est donc bien formidable, quelle bonne idée, et des points d'exclamation, des émoticônes qui leur donnent des caractères humains, comme si on parlait avec un ami. Et ça prend beaucoup de résistance, d'inhibition, je dirais, pour stopper cet anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est donner des caractères humains à un animal ou une machine qui n'en a pas. Alors, on pourrait commencer par utiliser les bons mots, par exemple. Éviter de dire que l'IA crée des solutions, des réponses ou du texte. L'IA génère des jetons qui vont être transformés en chaînes de caractères qui vont être lisibles par un lecteur. C'est la même chose pour l'IA qui génère du son, de la musique ou des balados. Il y a des IA génératives qui sont capables de générer des épisodes de balado à partir d'un texte. Alors, elle ne les crée pas, elle les génère. Et sinon, l'IA est toujours en train de calculer. Elle ne peut pas comprendre au sens humain le texte, elle ne peut pas répondre à une question, elle ne peut pas ressentir quoi que ce soit, pardon. Elle ne peut pas non plus halluciner ou se tromper. Elle peut faire le mauvais calcul ou elle peut faire une prédiction qu'elle juge mathématiquement, statistiquement la plus probable. Mais ce n'est pas une opération tout à fait comparable à ce qui se passe dans le cerveau humain. Alors déjà, attention aux mots qu'on utilise. Deuxièmement, préparer aux études supérieures, ça veut dire préparer à la vie en général. Même si vos élèves ne vont pas tous faire des études supérieures, il y a une vie après l'école, on l'oublie des fois, mais il faut être en mesure de préparer les fondations sur lesquelles vos élèves vont se poser plus tard pour réfléchir à des questions importantes. Et pour ça, il faut développer une certaine littératie numérique en se frottant à la bête, en l'utilisant, en la voyant faire, en la critiquant à voix haute. C'est pour ça qu'il faut faire manipuler et critiquer. Et là, selon les politiques et les âges requis pour se servir de telle ou telle plateforme, bien, on peut quand même laisser entendre ce qui se passe dans notre tête quand on critique un résultat. Nos élèves ont, et je fais référence au principe de base de l'enseignement explicite ici, nos élèves ont besoin d'entendre ce qui se passe dans notre cerveau d'expert, d'adulte responsable, lorsqu'on réagit devant la génération de textes par une intelligence artificielle. Mettez un haut-parleur sur votre cerveau, laissez entendre ce qui se passe dans votre tête. Et finalement, montrer par l'exemple, comme avec les licences Creative Commons dont on parlait, les droits d'auteur en général, en tout début de présentation, vous utilisez peut-être l'IA dans le cadre de vos tâches professionnelles. Il faut le dire en toute transparence. Je vais vous donner des outils très concrets dans un instant pour le faire. Et finalement, lorsque vous enseignez, quelle est la place que pourrait prendre ou pourrait éventuellement avoir l'IA dans la compétence que vous êtes en train de développer? C'est déléguer ces réflexions-là, ces choix-là, ces stratégies-là à d'autres personnes, c'est laisser faire notre rôle de professionnel. Vous êtes les spécialistes de contenu. Vous êtes capable de faire des liens entre ce qui est proposé et ce que vous avez enseigné, quel que soit votre niveau d'expérience. Vous êtes là pour ça. Et n'attendez pas patiemment et passivement qu'un manuel ou une consigne ou une maison d'édition vous offre l'occasion de répéter quelque chose qui a été décidé à votre place. Faites-vous une tête. Faites-vous une tête avec les différents outils dont on va discuter aujourd'hui pour prendre position, pour réfléchir à ce que ça donne en éducation, ce que ça donne à nos élèves, ce que ça donne au fait d'apprendre, ce que ça donne à votre métier d'enseignante, d'enseignante, que d'utiliser ou pas l'intelligence artificielle générative, sachant que c'est une technologie disruptive, donc une révolution dans l'histoire humaine. Cette technologie-là est là pour rester. Comment préparons-nous nos élèves à devenir des citoyens dans ce nouveau monde-là, même si nous, on n'est pas encore des experts? Ben, une des réponses à donner concerne
notre mandat de cultiver le plus tôt possible chez eux, nos élèves, euh, une conception très claire de ce que c'est être intègre dans le jeu de l'école. La recherche nous dit que les principales causes du plagiat demeurent. C'est les mêmes qu'on avait depuis toujours. Et dans l'enseignement, surtout à l'élémentaire, l'éducation primaire, selon votre région, on remarque qu'on ne comprend pas bien les enjeux, on a des mauvaises habitudes ou des mauvaises pratiques, on ne reconnaît pas tout le temps les sources qu'on utilise pour les images, pour le texte, on ne crédite pas comme il faut ce qui est présenté à nos élèves, soit à l'écran, soit sur les documents reproductibles, et on n'inculque pas donc les meilleures pratiques chez nos élèves faisant. Il y a une différence entre enseigner la méthodologie, par exemple citer ses sources, etc., et le faire soi-même et donner l'exemple. C'est comme enseigner à notre ado à conduire la voiture alors qu'il nous écoute, nous voit et nous sent la conduire, cette même voiture-là, depuis qu'il est dans la petite coquille en arrière, là, comme bébé. Il a appris à conduire en nous observant conduire. Et c'est un peu la même chose avec l'intégrité académique, le respect du droit d'auteur et finalement les causes du plagiat. Ça m'amène à poser la question fondamentale pour cultiver cette intégrité académique-là, de la posture qu'ont vos élèves, naturellement ou par la force des choses, parce que vous avez présenté ce que vous avez suggéré. Est-ce que vos élèves dans votre classe sont là pour maîtriser une certaine matière, discipline, connaissance, ou pour performer, c'est-à-dire avoir une bonne note? C'est une question qui se pose de plus en plus dans le contexte en enseignement supérieur, mais je suis d'avis que c'est une posture et une question qui doit être soulevée dès le plus jeune âge. J'essaie de faire le pont entre ce que je vois présentement en enseignement supérieur, notamment à l'université, et ce qui se passe dans les classes qui préparent la génération de nos prochains étudiants, dans le fond. Je pense qu'on doit établir tous ces fondements-là dès l'élémentaire. Pour faire une histoire courte d'un sujet complexe, il y a des élèves qui ont une capacité fixe une conception fixe, pardon, de leur capacité, et il y a des élèves qui ont une conception dynamique, flexible, adaptable. Je vais utiliser les termes en anglais, là, je les laisse en italique à l'écran parce que la littérature utilise fixed mindset ou par opposition à growth mindset. Et je vous donnerai de la lecture aussi si le sujet vous intéresse à ce propos. Alors, dans la classe, est-ce qu'on est dans une position d'évaluation, c'est-à-dire que nos élèves veulent réussir parce que c'est les attentes, puis ils veulent nous faire plaisir ou faire plaisir à leurs parents ou avoir une bonne note? C'est pas mal ça le but du jeu de l'école. Ou sont-ils dans une position d'apprentissage? C'est-à-dire, on leur donne des moyens de se perfectionner, de s'améliorer en les mettant dans des situations où on juge de leur niveau de compétence ou de connaissance. D'un côté, on va avoir des élèves qui ont un but de performance parce que notre classe est en position d'évaluation. Ça a des impacts sur leur façon d'être. Ils vont accomplir, par exemple, des tâches qui sont certaines de réussir, ils vont être ils vont vivre de l'anxiété devant les défis, ils vont avoir de grandes difficultés à faire face aux nouveautés, ils vont avoir peur qu'on se rende compte qu'ils ne sont pas aussi bons qu'on pense. Là, si vous connaissez un peu les facteurs de stress, ça, il y a de quoi là, sécréter à beaucoup d'hormones de stress. Et dans les pires cas, se faire des scénarios du pire. On appelle ça être anxieux. De l'autre côté, dans une position d'apprentissage, on est dans un but de maîtrise, pas de performance, c'est-à-dire qu'on cherche en tout temps des occasions de s'améliorer. On fait face aux défis parce que ce sont des leviers pour aller plus loin, ce sont des marches qui vont nous aider à grimper plus haut. Donc, on n'a pas peur de l'échec parce que dans la classe, il y a une culture de l'apprentissage qui nous permet de faire tout ça en sécurité, ce qui nous fait croire qu'on peut croître en s'améliorant. Ça, c'est les grandes distinctions entre les deux postures. Évidemment qu'on est une personne qui est contre la tarte aux pommes. Là. Je veux dire, tout le monde veut avoir des élèves où il y a un climat de classe où on va être dans une position d'apprentissage. Mais lorsqu'on arrive à l'évaluation, qui prend beaucoup de place dans la
tête de certains élèves, ben, d'un côté, on les évalue pour les classer, notamment par rapport à une moyenne, puis alors que l'autre, on les évalue pour qu'ils puissent apprendre. Je sais qu'il y a des choses dans le système d'éducation qui nous empêchent d'aller dans le bon sens, dans le sens noble de la mission, puis qui est un peu à contre-courant. Mais il faut décider c'est ça, de développer le plus possible, au moins de ne pas nuire. Si le sujet vous intéresse, je vous mets dans le clavardage une lecture. Bon, d'abord, les ressources présentées aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, et ensuite, le livre de Carol Dweck sur la différence entre fixed mindset et growth mindset, traduction française ici que vous trouverez, et qui nous permet de comprendre comment ça s'articule dans le monde des affaires, dans le monde des grands politiciens, dans le monde de l'école, donc être prof, et dans la dernière partie du livre, dans ce qui est des capacités parentales, donc dans être parent. Voilà, je recommande cette lecture. Une fois qu'on a positionné nos élèves d'un côté ou de l'autre, les études ont démontré, et c'est une image que j'utilise souvent parce qu'elle est très parlante. Les études ont démontré que si on avait des a priori fixes ou des a priori dynamiques, on ne réagit pas de la même façon à la rétroaction négative, c'est-à-dire se faire dire qu'on a utilisé une mauvaise stratégie, se faire dire qu'on n'a pas la bonne réponse, se faire dire qu'on s'est trompé. Chez les élèves qui ont une conception fixe de l'intelligence, on voit l'activité cérébrale baisser. C'est comme si le cerveau s'éteignait parce que l'élève se dit « Ah, j'ai eu une faute, je savais que je suis pas bon, je suis pas, je serai pas capable, ainsi de suite. » Et le cerveau arrête de travailler. Alors que dans l'autre cas, la personne se dit « Ah, j'ai fait une erreur, mais comment je pourrais faire autrement la prochaine fois? Comment je pourrais m'améliorer là-dessus? » Et le cerveau s'enflamme littéralement. Gardez ça en bagage. Il y a un lien direct entre utiliser ou surutiliser l'intelligence artificielle générative de texte dans un contexte d'apprentissage et ou d'évaluation et réagir au niveau de l'activité cérébrale selon notre conception. Puis vous allez voir à la conclusion, j'arrive avec des risques d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la vie en général, dans la classe en particulier. Gardez ça gardez ça en tête. Les personnes qui vont s'en sortir le mieux auront, à la base, développé une conception très dynamique de leur intelligence, de leur potentiel et de leur capacité à apprendre. Est-ce que ça peut changer selon les contextes? Absolument. On pose la question dans le clavardage, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout fixe ou tout, à moins d'être président des États-Unis, là, ou tout dynamique. On est un heureux mélange des deux postures et on peut se rendre compte. Il y a différents. Je profite de l'occasion. Allez voir en ligne, il y a des questionnaires qu'on peut remplir avec nos élèves. On peut compléter avec nos élèves là-dessus. Est-ce qu'on est fixed mindset ou growth mindset? Puis c'est juste des énoncés, puis on dit à quel point on est d'accord ou en désaccord avec les énoncés. Ça nous donne un petit profil plutôt dynamique ou plutôt fixe. Puis après ça, on peut interagir là-dessus. Puis dans le livre, on explique bien d'ailleurs comment les profs, sans le vouloir, cultivent une conception fixe par leurs commentaires, par leur façon d'agir, par les petits mots d'encouragement maladroits qu'ils vont placer. Puis encore, c'est pas pour mal faire, là, mais on s'en rend pas compte des fois qu'on cultive cette conception fixe. Mais c'est le propos d'une autre conférence. Je veux revenir à mon propos sur l'intégrité académique. D'ailleurs, en terminant là-dessus, ça, c'est la courbe d'apprentissage de nos élèves à la maîtrise et au doctorat, au baccalauréat et à la maîtrise, pardon, à l'Université de Montréal en traduction. Et la courbe d'apprentissage typique était plutôt comme ça. Je veux dire, ça se corsait à partir de l'admission à la maîtrise. Mais à partir du moment où nos élèves sont arrivés, nos étudiants sont arrivés avec des traducteurs comme Google Translate, comme DeepL, sur leur téléphone, dans leur poche, ils étaient capables d'arriver en début d'études avec une grande qualité de travail sur des tâches peu complexes et à fur et à mesure que la tâche s'est complexifiée, comme ils n'ont pas appris les bonnes stratégies de base, ils n'ont pas été capables de se développer. Ils peinent à être admis à la maîtrise pour les diplômes en traduction spécialisée où il y a encore beaucoup d'emplois
malgré ce que tout le monde dit là, surtout depuis l'apparition de ChatGPT. On a encore besoin de traducteurs de haut niveau. Donc, ça demande une formation très poussée. Et ce qui nous inquiète, c'est que, voilà, les attentes restent les mêmes et on ne sait pas comment ces étudiants-là, dans les prochaines années, parce que c'est une nouvelle cohorte, vont être capables de se développer et d'arriver au niveau attendu. C'est vraiment un enjeu. Et alors, il faut préparer ça. Vous voyez, tout ce qui est avant le début de ce graphique-là, ben, ça se passe chez vous dans votre classe. Voilà. Donc, des trucs simples, être transparent dans l'usage, divulguer l'utilisation. Il y a de nombreuses personnes qui croient qu'on ne cite pas l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas un auteur, c'est une machine, mais on divulgue plutôt l'utilisation de la machine pour arriver à un texte, alors que d'autres disent non, il faut citer la requête et la réponse obtenue. Le débat fait rage là-dessus. Enfin, l'important, c'est d'être transparent. Des petits outils qu'on peut utiliser avec les élèves même en bas âge. Est-ce que pour avoir des idées, on a besoin d'un cerveau humain ou d'une machine? Pour planifier un projet, pour rédiger ou pour réviser après rédaction. Aux différentes étapes, on peut amener nos étudiants ou on peut entraîner nos élèves à divulguer un certain niveau d'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces cas-là. Aussi, pour faire preuve de transparence, puis je vous invite à le faire comme auteur, adulte, avec le matériel que vous diffusez à vos élèves, aux parents des élèves, ou dans votre équipe école, etc., etc. Ces simples pictogrammes sont proposés par Martin Peters de l'Université du Québec en Outaouais, qui, avec son équipe, a réfléchi à des outils simples. Ils sont disponibles en français et en anglais, d'ailleurs, sur son site. Je vous donne la référence avant de l'oublier tout de suite dans le clavardage. Voilà. Et on peut comme ça dire à notre public que notre matériel, qu'on n'a pas eu recours à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pour créer notre matériel, qui a été généré complètement par l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu tantôt sur une de mes images. Ou qu'on a un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on a été aidé par l'intelligence artificielle pour arriver à nos fins. En 3 niveaux. Des collègues de l'Université du Québec à Chicoutimi ont proposé plutôt 4 niveaux d'utilisation et de divulgation. Vous pourrez aller voir ce qu'il y en est sur le site des ressources pédagogiques de l'UQAC, service de la bibliothèque. Vous avez la référence dans le bas de l'écran. Et je mentionne au passage, tiens, pour faire un lien avec ce qu'on disait au début, que ces ressources-là sont totalement libres de droit. CC0, c'est du domaine public. Vous n'avez pas besoin de citer l'auteur pour utiliser ces pictogrammes. On les laisse comme ça, vivre leur vie dans l'espace public. Voilà. Bon, je n'ai pas accès au lien directement. Je pourrais vous le donner après en fin de conférence vers le site, mais vous allez avoir la ressource dans le PDF que je vous ai partagé tantôt. Autre élément très important, est-ce que nos élèves sont au courant du coût environnemental qu'impose à la planète, finalement, l'utilisation de petits accessoires, de petits outils gratuits qui fonctionnent même quand on ne l'a pas demandé? Par exemple, si vous faites une recherche Google, avec le moteur de recherche Google que tout le monde connaît, depuis peu, il y a une réponse générée par l'IA qui apparaît avant les premiers résultats, même avant les résultats commandités. On n'a pas sollicité cette machine-là et pourtant elle fonctionne et commence à nous répondre. Ça nous indique que le service est disponible puis qu'on devrait l'utiliser ou en avoir besoin. Mais il y a un coût. Il y a un coût environnemental important à toute cette génération de textes-là. C'est ce qu'on va explorer dans les prochains instants. Tout d'abord, une autrice très inspirante, une des rares qui a mené des enquêtes là-dessus. Madame Crawford a d'ailleurs écrit le Contre-Atlas. Le titre français, c'est le Contre-Atlas de l'IA, qui raconte son voyage autour du monde pour comprendre comment ces machines-là ont été construites, ont été faites. Elle parle notamment dans un de ses articles de la consommation d'eau potable pour simplement refroidir les serveurs qui dégagent énormément de chaleur. De l'eau qui est utilisée pour refroidir des centrales électriques thermiques
qui nourrit en électricité les serveurs, de l'eau qui est utilisée pour refroidir les serveurs eux-mêmes, et de l'eau qui finit par s'évaporer dans l'atmosphère, qui est complètement perdue. Là. Ça tourne en circuit fermé jusqu'à un certain point. À un moment donné, ça s'évapore, puis on perd l'eau, puis il faut en pomper de la nouvelle. Donc, ça consomme une certaine quantité d'eau. Et on a essayé de, et c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts, c'est très opaque comme industrie. On a essayé de comprendre c'est quoi la quantité d'eau requise pour que pour que l'intelligence artificielle fonctionne. À titre d'exemple, en 2022, il y a 3 grandes compagnies que tout le monde connaît qui ont travaillé en même temps, en compétition, sans collaborer, là, à entraîner leur propre modèle d'intelligence artificielle. Vous les connaissez aujourd'hui, ils ont été publiés. Ils s'appellent Meta AI, ils s'appellent Copilot, ils s'appellent Gemini, ces machines-là. Mais en 2022, il n'y avait peut-être pas encore de nom, mais parce qu'on ne les connaissait pas. Et la fabrication, l'entraînement de la machine avant qu'elle soit lancée dans le public a consommé, en plus d'une empreinte carbone très forte, a consommé beaucoup d'eau potable, 2,2 milliards de mètres cubes d'eau. Évidemment, je n'avais aucune idée de ce que ça représentait comme volume d'eau. Et j'ai appris que c'était 2 fois tout ce qui se consomme comme eau potable au Danemark pour tous les besoins municipaux, industriels et agricoles. Fois 2. Fait qu'on a consommé 2 Danemark d'eau potable. À chaque fois qu'on utilise la version gratuite, la première qui a été lancée dans le public, ChatGPT 3.5, on est rendu à 5 depuis le mois d'août cette année. Mais lorsqu'on utilisait ChatGPT 3.5, 10 à 50 réponses consommaient un demi-litre d'eau. Fait qu'on a pu extrapoler puis dire, par exemple, que la consommation d'eau par l'IA devrait représenter la moitié de la consommation du Royaume-Uni en 2027, c'est-à-dire 6,6 milliards de mètres cubes d'eau, ou si on veut reprendre notre échelle de tantôt, ça serait 4 à 6 Danemark d'eau potable. Et là, les compagnies vont nous dire que les systèmes se sont améliorés et que l'impact environnemental est moindre qu'avec les premiers modèles. Mais il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, puis il y a de plus en plus d'énergie nécessaire pour faire fonctionner ces machines de plus en plus nombreuses et de plus en plus puissantes. Alors, au final, est-ce qu'on y gagne? La science n'a pas le temps d'enquêter et de trouver toutes les preuves dans un sens comme dans l'autre. Les modèles changent déjà. Fait qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça a comme, je dis précisément comme empreinte environnementale, mais on le sait que c'est énorme. Un cas parmi tant d'autres, parce que je me suis intéressé par hasard à cette histoire-là, ça se passe à Des Moines Ouest. C'est une ville de l'Iowa où on a construit ce centre de données pour faire fonctionner ChatGPT. Évidemment, ChatGPT n'est pas tout là-dedans. Ça prend plusieurs centres de données comme celui-là pour le faire fonctionner. Alors, on va juste aller descendre sur le terrain. On va placer notre caméra sur la route ici pour voir l'évolution de ce terrain-là depuis juillet 2007. Alors, en juillet 2007, ça a l'air de ça. On avance dans le temps, septembre 2019, c'est presque fini. Et voilà, juillet 2021, on reconnaît les grands évaporateurs sur les côtés des entrepôts qui permettent l'échange de chaleur dans l'eau, entre ce qui circule dans la machine pour refroidir ces énormes ordinateurs-là et qui s'évaporent par ce petit éventail en métal ici que vous voyez sur le côté de la bâtisse. Comment ça se fait qu'on a su ça? Bien, c'est parce que les résidents du coin se sont rendus compte que leur eau potable était pompée, la nappe phréatique baissait et un comité de citoyens a intenté une poursuite euh, contre la compagnie OpenAI pour usage abusif de l'eau potable, on peut dire ça comme ça. Et je ne sais pas comment ça s'est terminé. Sûrement que OpenAI avait plus d'argent à mettre dans le procès que les citoyens. Mais si on prend un pas de recul, là, je vais juste vous montrer où est-ce que c'est Des Moines. Vous voyez, c'était construit pour des raisons fiscales dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Je veux dire, où on est loin de l'eau. Alors, ce sont des enjeux environnementaux importants. Et en plus, on fait exprès de se placer géographiquement au pire endroit, un endroit où il fait chaud, un endroit où c'est sec, pour ces centres de données-là qui ont besoin de beaucoup d'électricité et qui génèrent beaucoup de chaleur.
il y a aussi la consommation d'électricité. Bon, la plupart des cas qui font les manchettes dans les médias, ce sont des serveurs qui sont nourris par des centrales électriques qui fonctionnent au charbon ou en tout cas à l'énergie fossile. Mais il y a aussi des machines qui consomment énormément d'électricité, puis il faut remettre ça en perspective. Par exemple, une étude sur une grosse intelligence artificielle qui sert dans le domaine de la science, qui s'appelle Bloom. Tu sais, je peux vous donner les chiffres ici. Voilà, si ça vous intéresse, combien de tonnes de CO2 ont été nécessaires pour l'entraîner, le faire fonctionner, etc. Et moi, qui a vraiment piqué ma curiosité dans ce graphique-là, c'est le point zéro. C'est-à-dire que lorsqu'on ne se sert pas du robot, lorsqu'il ne reçoit aucune demande, il consomme 0,28 kWh. Là, je me dis, voyons, le robot ne fait rien et dépense beaucoup d'énergie. Pourquoi? Comment ça se fait? À quoi ça sert? Quels sont les impacts? Si vous voulez, Bloom qui ne fait rien, Bloom c'est le nom du robot, Bloom qui ne fait rien, là, pour vous remettre en perspective avec une image claire, là, ça consomme autant d'énergie que votre séchoir à cheveux pendant 30 minutes. C'est quand même beaucoup d'électricité pour rien faire. Des chiffres qui sont sortis aussi au début et qui ont été corrigés et qui ont été mal menés sur la place publique, c'est-à-dire qui ont été mal racontés. Je vous exprime très simplement de quoi il s'agit, là. À gauche, c'est l'énergie nécessaire pour recharger la pile de votre téléphone cellulaire si elle est complètement vide. Okay, on va appeler ça une unité, une batterie de cellulaire. Dans le milieu, c'est, disons, la création de 1000 textes avec ChatGPT. Ça consomme à peu près le cinquième d'une batterie. C'est déjà pas mal. Multiplié par le nombre d'utilisateurs, c'est déjà pas mal. Mais la création d'une seule image, ça consomme une seule. Ça consomme autant d'énergie qu'une charge de téléphone. Là, depuis les nouveaux modèles, on dit qu'on a diminué de moitié, j'ai appris ça cet été, on a diminué de moitié l'énergie nécessaire pour créer des images. Mais quand même, si dans votre classe, 20, 25, 30 élèves génèrent 3, 4, 5 images dans le cadre d'un projet, puis qu'on fait ça partout, là, il faut se demander, est-ce que ça a une vraie valeur pédagogique? Est-ce que c'est en lien, en phase avec mon intention pédagogique? Est-ce que ça aide l'alignement pédagogique d'utiliser de pareils outils vu le coût environnemental important que ça a? C'est une question à discuter. C'est une question à mettre sur la table avec les collègues, avec les élèves et trouver la meilleure alternative. Et encore là, ce n'est pas pour restreindre, interdire ou bloquer cette technologie-là qui, je le rappelle, je ne veux pas être mal cité, est là pour rester. Il faut faire avec. Dernier exemple, l'énergie requise varie beaucoup d'une tâche à l'autre selon le type d'IA, selon ce que vous faites faire à l'IA. Je vais faire juste un petit agrandissement de ce graphique-là. J'attire votre attention sur deux trucs, tiens. La génération de texte, on l'a en vert ici, foncé, puis la génération d'images, on l'a en gris ici. Puis là, on se dit, oh, ça prend beaucoup plus d'énergie générer une image que du texte. Et là, notre œil glisse à gauche complètement du graphique, et là, on regarde l'échelle, puis on se rend compte que l'échelle est logarithmique, elle n'est pas linéaire. 1, 10, 100, 1000. Vous voyez à gauche? C'est vraiment beaucoup plus d'énergie pour générer des images ou du son que du texte. Voilà pour ça. Dernière mauvaise nouvelle peut-être, le numérique représentait en 2021 4% des émissions mondiales. Vous avez dans le graphique la production d'appareils, puis en bleu, ça c'est orangé à gauche, puis en bleu, l'utilisation des appareils. Les terminaux utilisateurs, ça veut dire la machine qu'on utilise, nous, comme clients. Ça peut être un cellulaire, ça peut être un téléviseur intelligent, ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette. Bon, on appelle ça des terminaux utilisateurs. Je disais, le numérique représentait en 21 4% des émissions mondiales, ce qui est exactement la même chose que l'intégralité des poids lourds, c'est pour ça les petits camions, dans le monde. Je ne sais pas s'il y a vraiment plus de camions aujourd'hui qu'en 2021, mais la place du numérique a tendance à grandir très vite. Donc,
on ne s'en va pas nécessairement dans le bon sens et il faut en discuter. Maintenant, votre impact à vous, à votre échelle, dans votre classe, de quoi on parle exactement? Tout d'abord, IA pour les enseignants, un manuel ouvert est, tiens, ce sera ma source pour la prochaine diapositive. J'attire votre attention sur un chapitre de ce document-là qui a été, qui est encore en cours d'écriture. C'est un livre ouvert, disponible en ligne. Il y a un chapitre sur l'intelligence artificielle en éducation et sur l'agentivité. J'arrive dans un instant. Avant de l'oublier, là, je vous donne la référence dans le clavardage. Voilà, vous pourrez aller lire M. Holmes. Le risque de pensée convergente. Ici, je veux lever là, un premier drapeau rouge au sujet des risques d'utilisation de l'IA par les élèves. Si on a des élèves qui sont dépendants aux solutions de l'IA, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas capables d'amorcer un projet sans faire une recherche à l'aide d'un robot conversationnel parce qu'ils sont bloqués par la page blanche, parce qu'ils n'ont pas d'inspiration, parce qu'ils ne savent pas comment le faire, ils ne savent pas comment amorcer la réflexion. Bref, ils deviennent dépendants des solutions qui sont données d'abord pour les aider comme tuteur, comme mesure d'appui. Ça peut être une très bonne idée, mais quand est-ce qu'on est dépendant de cette solution-là? Comment on fait pour tracer la ligne? Probablement que ces élèves-là qui vont utiliser de plus en plus ces outils de robots conversationnels vont perdre des occasions précieuses de porter un regard critique sur la situation en général et manquer de temps et d'outils pour prendre de recul par rapport à leur propre manière d'apprendre. Et un élève qui fait peu de métacognition peut moins bien profiter de l'enseignement en quelque sorte. Et là, encore une fois, ne comprenez pas qu'il faut à tout prix garder nos élèves dits à risque, loin des outils d'IA générative. Ce n'est pas du tout le sens de mon message. Mais pour closer la discussion, allez lire M. Holmes, on s'en reparlera. Tiens, je vous laisse la référence dans le clavardage. Conclusion de cette heure très dense, et pas toujours gaie, j'en conviens. Sur ces quelques points-là, là, sur ces 5 éléments-là que je voulais porter à votre attention, d'abord, je vais faire un petit retour sur l'intention de l'atelier. Cette révision de la taxonomie de Bloom à l'ère de l'IA me semble très utile pour réviser nos activités d'évaluation. C'était la première fonction de la chose quand ça a été publié en 2023. Mais pour avoir une réflexion à plus haut niveau, je pense que vous avez là, surtout en ce début d'année, où vous allez avoir des rencontres pédagogiques, de l'énergie pour lancer des projets, de l'effervescence, des collègues volontaires là-dedans pour embarquer avec vous. Bref, des occasions de réfléchir aux capacités de l'IA générative pour chacun des niveaux d'habileté cognitive et de voir ce que l'humain fait de complètement distinct. Dans une autre conférence, je parlais du milieu là, entre ce qui est tout à fait machine et tout à fait humain. On a beaucoup de difficultés à cerner ce qui est dans cette zone milieu-là. Mais nous avons ici un outil de réflexion pour amorcer le travail. J'attire votre attention sur les pictogrammes à côté des principaux verbes d'action. Là. On est invité, encore là, c'était l'avis des gens à Oregon State en 2023. 2023, pour l'histoire de l'IA, c'est l'ancien temps, c'est complètement obsolète, là, vous comprenez. Mais on nous invitait déjà à l'époque à revoir ou à modifier, c'est le sens des 2 pictogrammes, nos activités d'évaluation traditionnelles. Si on n'a pas commencé à réfléchir encore à ce jour aux activités d'évaluation traditionnelles dans ce nouveau contexte-là, j'espère que je vous ai convaincu que c'est super urgent de le faire. Alors, je vous envoie la ressource de cette traduction proposée par Sébastien Stas du cadre 21. Voilà, vous l'avez dans le clavardage. L'apparition
dans différentes sphères de notre vie, de l'IA générative demande qu'on s'y intéresse, qu'on élève notre niveau de littératie personnelle et qu'on comprenne comment ça marche pour pouvoir réfléchir et prendre position. C'était la première partie de mon exposé aujourd'hui. Prenez note que vous ne serez pas remplacé. Deuxième chose, je vous laisse le lire. Évidemment qu'il y a des outils hyper performants pour nous aider à aider les élèves. La technologie disponible, qui n'est pas toujours gratuite, notez-le bien, et de moins en moins gratuite en fait, permet de trouver de plus en plus ce centre manquant dont je parlais tantôt, c'est-à-dire des activités hybrides. Hybrides dans le sens de meilleure combinaison possible entre l'humain et la machine. Mais dans la vraie vie des enseignants, des enseignantes, pour le moment, réagir à ce que les élèves pourraient faire avec l'IA en situation d'examen, par exemple, ça demande plus de temps, plus d'énergie que les bénéfices annoncés. On est plutôt sur les freins, je comprends, c'est un peu normal. Je souligne l'importance de sensibiliser nos élèves qui feront l'usage de l'IA sans avoir le niveau de littératie nécessaire pour comprendre ce qui s'y passe réellement. Je vais laisser le mot de la fin à Dave Anctil, qui a bien résumé ça. Je vous laisse, tiens, si vous voulez le lire, là, et ses autres articles de blog, peut-être que ça pourrait être intéressant pour votre réflexion. Fait qu'avant de l'oublier, là, je le mets ici dans le clavardage. Dave Anctil, du collège Brébeuf, qui est maintenant à l'Université de Montréal comme conseiller en intelligence artificielle. Il nous dit, tiens, je vais vous laisser 3 énoncés, puis je vais vous lire sa citation après. Le temps long d'apprendre a toujours, encore plus, si ça se peut, son importance à l'école. Donc, Dave Anctil nous disait, je vais y arriver, sur les risques de l'usage de l'IA par les apprenants et le rôle important de l'école dans la mission de protéger les cerveaux. On doit prévoir des activités et évaluations sans intelligence artificielle, mais nous devons aussi développer des pédagogies de co-intelligence avec l'IA. À partir de quel âge devrait-on parler d'intelligence artificielle? Parce que là, dans mon titre, ça disait avec les plus jeunes, le plus tôt possible. Je n'ai pas le temps de vous raconter ma vie, mais moi, j'ai étudié en musique, en interprétation d'abord en trombone, puis en enseignement de la musique par la suite dans un autre bac. Et il y avait un didacticien hongrois de la musique à qui on avait demandé à quel âge il faut commencer l'enseignement de la musique chez les enfants. Alors, je vais utiliser sa réponse pour répondre à ma question. À partir de quand on parle de l'IA générative? Kodály, le didacticien en question, il disait il faut commencer 9 mois avant la naissance de la mère. Merci tout le monde. Je vous laisse dans le clavardage mon adresse courriel pour continuer la discussion si ça vous tente. Ben, écoute, moi, je vais prendre la balle au bon pour te dire un grand merci. Et puis, écoute, ça a suscité plein de réflexions chez moi. Il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées. La dernière diapo, juste avant celle-là, avec les 3 couleurs, rouge, jaune et vert, avec les petits pictogrammes. Les statistiques que tu as sorties, ouais, exactement ça. Euh, de plus en plus, là, dans ma tête, il ne faut pas faire confiance à l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il ne faut pas faire confiance parce que c'est une machine à la base qui ne réfléchit pas. Fait que merci beaucoup, Sylvain. C'était excellent. J'arrête l'enregistrement et puis je reviens avec le mot de la fin.